moi j'ai un parcours d'entrepreneur, fondateur du média culturel even.fr, que j'ai maintenant cédé. Et je démarre quelque chose de nouveau. Ma vie a un peu changé depuis, il y a 2 ans maintenant. Et j'ai souhaité j'ai mis des graines finalement pendant mon premier cycle de vie, ma vie entrepreneuriale. J'ai débuté en étant à fond, voilà, dans ce projet qui a duré donc 10 ans. Et pendant ces 10 années, bien sûr, on laisse quelques plumes en chemin. Qu'est-ce que tu entends par quelques plumes? T'as perdu un bras, une jambe? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé que ma vie, c'était pas la bonne. Donc j'ai déjà un nouveau cycle à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon entreprise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis des œillères, comme ça. Et je suis parti dans cette aventure sans savoir exactement où elle allait. Et Donc là, tu es en train de parler de Even. À 30 ans, en fait, tu as créé Even, c'est ça? Exact. Et donc avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais passionné de cinéma, donc j'ai bossé chez Pathé Cinéma. Et voilà, puis j'ai créé une famille, j'ai eu un enfant, etc. Et d'où venait ton inconfort par rapport à ta première vie, on va dire? En fait, c'est un triptyque, ta vie. C'est un triptyque, oui. Parce que c'était quelque part, c'est les premières décisions qu'on prend dans sa vie et on se rend compte que c'est pas forcément nous qui les avons prises, qu'on était sous influence. Voilà, donc vers les 30 ans, j'ai compris que je n'étais pas heureux, en l'occurrence, et qu'il fallait que je change les choses. Du coup, je l'ai fait de manière très volontariste, en disant ça je ne veux pas, je pars vers autre chose. Et cette autre chose, c'était à la fois une nouvelle manière de travailler, une manière de se mettre en cohérence entre ce qu'était ma vie personnelle, mes passions personnelles, et ma vie professionnelle, en disant il faut que ce soit la même chose. Pourtant, tu dis que tu es passionné de cinéma et tu travaillais chez Pathé. Oui, mais j'étais en fait déçu parce que le Pathé était un gros groupe. Oui. Donc j'ai découvert les groupes à ce moment-là. J'ai découvert le cinéma, puis finalement le cinéma m'a un peu déçu, pas très innovant, assez petit comme milieu. Donc voilà, je suis sorti avec des envies entièrement différentes, à tous les niveaux, hein, perso, pro, etc. Et donc la démarche à ce moment-là, elle était très volontariste, contrairement à aujourd'hui, où elle est différente, on va en reparler peut-être après. Donc voilà, donc j'ai décidé de créer mon entreprise, en gros de vivre mon indépendance. Et c'était le début finalement du chemin que je continue aujourd'hui, là par contre, c'est comment devenir acteur de sa propre vie. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. Et c'est cette autonomisation qui est, je pense, la colonne vertébrale de cette notion de bonheur que tout le monde recherche. Donc l'autonomie, la liberté, c'est une clé essentielle pour toi, dans le travail, pour l'épanouissement au travail. Exactement. Okay. Alors c'est pas que au travail, hein. Attention, on parle dans toute sa vie. Les Américains, en termes d'autonomie, parlent d'empowerment, qui est d'ailleurs totalement intraduisible en français. C'est se donner du pouvoir, de. Voilà, donc voilà, donc la première étape de vie, c'est de s'autonomiser par rapport à son passé, dans sa famille, avec ses parents, voilà, j'avais des frères et sœurs, etc. Donc de se sortir finalement d'un cocon familial qui a une influence qui n'est pas forcément la nôtre, et de trouver son intérieur propre, son chemin de vie personnel. Voilà, donc ça a été déjà à cette époque, à 30 ans, quelque chose qui poussait en moi. Et l'entreprise, ça m'a mis dans un tunnel, quoi. Et j'en suis sorti 10 ans après, avec une version très complexe de l'entrepreneuriat, parce qu'on n'avait pas de sous, on était dans le domaine culturel, qui est toujours très compliqué en termes de modèle économique, on était dans l'internet qui démarrait au moment où tout s'écroulait, parce que c'était après l'éclatement de la bulle internet. Donc cet entrepreneuriat, c'est pas fait de manière soft, on va dire. Donc du coup, j'ai été chercher des ressources très importantes en moi, et très vite, comme l'entreprise a une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant 7 ans, avant que je la cède à un groupe, très vite, c'est les tripes qui ont pris le relais, quoi. Et le temps présent a pris le relais aussi beaucoup. C'est-à-dire que
Si je commençais à réfléchir, moi j'ai fait des études de MBA, donc je faisais de la stratégie multinationale avec plein d'anticipation, plein de choses extraordinaires qui sont théoriques. Et puis tu t'es retrouvé à survivre en fait là. Exactement. Ouais. La pratique que j'ai vécue, c'est effectivement la survie de micro-entreprises. Et en fait, au milieu de cette micro-entreprise, il y avait moi. En fait, c'était en fait un apprentissage que j'étais en train de faire. C'est pour ça que même si tous les éléments extérieurs étaient contre moi, en finale, je l'ai vécu positivement de l'intérieur parce que j'étais en train de déployer mes ailes quelque part. Et ça, c'était le point le plus important. J'apprenais des choses en direct. Quand j'étais dans les groupes, j'ai travaillé 5 ans dans un groupe, je me suis rendu compte de deux choses. Un, que si on avait des idées dans un groupe, eh bien, on ne pouvait rien en faire, parce que les groupes n'aiment pas les idées. Ils aiment bien les process, mais pas les idées. Et la deuxième chose, c'est qu'on a plein d'airbags de partout. C'est-à-dire qu'on n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Donc on ne met pas finalement notre individualité en jeu dans un groupe parce que les responsabilités sont diluées entre plein de personnes et parfois même nulle part d'ailleurs. Et donc on a ce moment-là moi j'ai pris conscience de ça à ce moment-là et je voulais faire les choses, moi. M-O-I, moi. Voilà, je voulais faire les choses. Et cette entreprise, en fait, l'envie d'être indépendant datait d'il y a un petit moment, mais j'ai quand même été faire ce détour vers les groupes pour voir ce qui s'y passe et pour me former aussi, parce que c'est très formateur comme collaboration, travailler dans un groupe, à la fois sur les hommes, à la fois sur les méthodes, les techniques et autres, et la compréhension d'un environnement économique et global. Mais l'idée de faire moi-même est arrivée en chemin, quitte à avoir des échecs, puisque l'entreprise que j'ai créée, c'était finalement une histoire qui aurait dû s'arrêter, je l'ai créée en 99, et l'histoire aurait dû s'arrêter fin 2000. Donc, parce qu'elle était criblée de dettes, elle n'avait plus de modèle économique, pas de revenus, et il n'y avait plus personne dans la boîte. Enfin, c'était une histoire assez rocambolesque, on va dire, une vraie aventure en tous les cas, de vie et d'entreprise. Et puis avec en toile de fond l'objectif de démocratiser la culture. L'idée c'était d'être voilà, ce site, ce média culturel pour tous les Français, ce média culturel dont la France a besoin, le pays de la culture. Voilà. Et on avait cette passion, si tu veux. Le troisième volet de ta vie, c'est là tu as écrit un livre, Impliquez-vous. Pourquoi? Alors, l'histoire commence un peu avant. J'ai quitté cette entreprise après l'avoir cédée il y a 2 ans maintenant, et a monté en moi pendant toutes ces années cette envie de, quand j'aurai du temps, je ferai ça. Alors, à chaque jour, j'avais des nouvelles graines qui se mettaient dans la barque pour dire, voilà, dès que je pourrai, je ferai. Et c'est des choses qui ont commencé il y a 20 ans chez moi, toutes ces petites graines. Et donc elles se sont accumulées, et quand je me suis arrêté de travailler chez Even, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, objectif, un an et demi de période sabbatique, c'est ce que je me suis donné dans ma tête. Et puis, toutes ces graines sont arrivées, mais en même temps, quoi. Voilà, elles sont toutes... Voilà. Donc ça a tout d'un coup été l'enjeu de, je dirais, ma vie rêvée. Voilà. Ma vie rêvée, je veux la faire. Et je veux la faire en étant acteur de ma propre vie. C'est-à-dire que j'ai tout repris, de A jusqu'à Z, puisque pendant mes années d'entrepreneuriat, j'avais mes valises que je posais à droite, à gauche, je ne les faisais même pas mes valises, j'étais juste, il faut faire survivre l'entreprise, je vais au bout de cette aventure. Et forcément, ça ne fait pas une vie personnelle, ça. Parce que j'étais au service d'un projet externe à moi. Et donc, cette nouvelle période qui démarrait, j'ai commencé par moi. Bien sûr, puisque j'ai fini sur les rotules après 10 ans d'entrepreneuriat, matin, midi, soir, week-end, enfin penser que ça, vivre que de ça. Et donc il a fallu me reconstruire. Et il a fallu faire le deuil du passé pour pouvoir accueillir le nouveau qui arrivait. Et ça a pris un certain nombre de mois. Donc tu dis, pendant cette année et demie
sabbatique, on va dire, en fait, tu as travaillé sur ton développement personnel, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, j'ai travaillé beaucoup sur mon développement personnel, mais pas seulement. Le développement personnel, ça consiste effectivement à travailler sur sa santé, donc j'ai fait moi à travers les médecines naturelles, à travailler sur son alimentation. Donc aujourd'hui je mange bio, je mange presque plus de viande, je mange beaucoup moins de sucre qu'avant, beaucoup plus d'aliments complets. Enfin bon voilà, j'ai repensé toute mon alimentation, en partant du principe que mon alimentation c'est ma santé. J'ai des cosmétiques bio dorénavant. J'ai travaillé sur l'aspect exercice physique. Aujourd'hui je cours, je fais du yoga, je fais de la méditation. J'ai l'impression que ton entreprise c'est devenu ton corps, ton esprit, c'est ça? Et ma maison. J'ai finalement repensé tout ce que je faisais au quotidien, y compris ma consommation. Aujourd'hui je suis beaucoup plus sobre dans ma consommation que je ne l'étais précédemment. Et cet ensemble de choses finalement fait que je me suis libéré, j'ai fait un nettoyage du passé dans sa globalité et j'ai amené à la fois des nouvelles valeurs, enfin ces valeurs je les avais déjà, elles ont juste voilà, déployé leurs ailes, une nouvelle vision globale et un nouveau style de vie. Voilà. Aujourd'hui manger bio par exemple ou d'aller en médecine naturelle, c'est fait partie pour moi d'un nouveau style de vie finalement, qui a aussi été, la deuxième étape je dirais, c'était ma maison. Il se trouve que de manière totalement coïncidente, j'ai emménagé dans mon nouveau lieu de vie le jour où j'ai quitté Even, le jour même, et c'était pas du tout voilà, une synchronicité qui n'était pas prévue, dans ma tête en tous les cas. Et en fait, en Feng Shui, on dit souvent que son lieu de vie, c'est l'équivalent de son être intérieur. Voilà. Et cette maison, j'ai travaillé dedans de la même manière, avec du Feng Shui, avec de la géobiologie et avec de l'écologie. Objectif, harmonie. Dans mon moi intérieur, mon objectif, c'était l'harmonie aussi. Donc voilà, on a suivi notre chemin, tous les deux, moi et la maison. Et voilà, la maison, il y avait du travail, comme c'est un lieu d'histoire, il y avait beaucoup d'énergie du passé aussi à nettoyer. Et avoir de l'harmonie au quotidien. Donc ça consiste, par exemple sur l'aspect écologie, ça consiste à travailler sur l'électricité pour avoir moins de champs électromagnétiques. Donc dans cette maison, il y a les câbles blindés, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de micro-ondes, il y a les téléphones sans fil basse émission, enfin des choses comme ça. À travailler sur les matériaux, donc j'ai des parquets de forêt durable, sans colle, voilà, c'est des parquets qui sont clipsés. Donc pas de ce qu'on appelle des composants organiques volatiles dans l'air, des peintures à l'eau. J'ai travaillé justement sur l'eau aussi, sur le filtrage de l'eau. Donc l'eau est filtrée dans cette maison, notamment l'eau alimentaire. J'en témoigne que c'est une très belle maison. Voilà. Et maintenant j'aimerais et saine, donc voilà, ouais. C'est surtout ça qui est important. Oui, mais au-delà d'être saine, elle est extrêmement belle et agréable à vivre. A priori, on se sent bien ici, quoi. Ah. Après tous les câblages et tout ça, nous on ne le voit pas, mais le résultat est magnifique. J'aimerais maintenant aborder ta vision du bonheur. Tu l'as déjà touché partout, on sent hein, déjà ta philosophie, mais qu'est-ce que le bonheur pour toi, ou qu'est-ce qui est important pour être heureux? Alors, je crois que les choses que j'ai acquis déjà, parce que j'ai des versions de bonheur théorique, et puis il y a ce que j'expérimente vraiment dans mon corps. L'acquis que j'ai par exemple de cette année et demie de période sabbatique dont je suis sorti, c'est que l'évolution personnelle, pour moi dorénavant, ce n'est plus quelque chose qu'on fait de temps en temps. C'est, pour moi, c'est devenu une couche incompressible. Avant, tout le reste arrivait dedans, et de temps en temps, tiens, j'avais une envie d'un truc personnel, lors du développement personnel que je faisais parmi d'autres choses. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout, j'ai compris qu'on est là sur cette terre, dans une école de vie, et que
eh bien on est des élèves. Alors, soit on est des bons élèves, soit on est des mauvais élèves. Voilà, j'ai voulu recréer mon petit bureau là, dans la classe, dans cette école. Et je me crée mes outils sur ce bureau. Et l'important, c'est d'être en permanence dans cette école. C'est le soir quand je me couche, dorénavant, c'est qu'est-ce que j'ai fait comme nouveau pas dans mon chemin d'homme. C'est la question que je me pose. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme nouveau pas aujourd'hui? Ça peut être passé par un sourire, ça peut être passé par un dialogue, ça peut passer par une prise de conscience que j'ai eue, qui du coup va me faire avancer différemment demain qu'aujourd'hui. Et ça, c'est un point pour moi qui est devenu un acquis, finalement. C'est travailler sur son évolution personnelle. Et je dirais le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être acteur de sa vie. Dans le sens, sa responsabilité personnelle, et donc son bonheur personnel, ce n'est pas quelque chose qui est dans les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est dans les mains de la société. C'est quelque chose qu'on construit soi-même. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai voulu tout repenser, en fonction de, effectivement, appelons ça le bonheur en termes de finalité, c'est l'enjeu d'aller vers. Et ce bonheur, on n'est pas dans un état de bonheur pour moi de l'ordre de l'acquis. C'est chaque jour qui est important. En fait, on mange chaque jour pour se donner de l'énergie. Et pour moi, chaque jour, on doit retrouver cette notion aller chercher cette notion de bonheur en se remettant en marche vers à chaque jour qui passe. Donc c'est quelque chose, les philosophies orientales nous parlent beaucoup de l'instant présent, et déjà d'arriver dans l'aspect quotidien, avant d'arriver dans l'instant présent, c'est énorme déjà, de se dire dans le bonheur, je le ferai dans 2 mois quand j'aurai du temps. Non, c'est chaque jour qui passe, il faut remettre les choses en marche à chaque fois qu'on se réveille, remettre les choses en marche dans sa vie pour aujourd'hui être heureux. Alors ça peut être un ensemble de choses qui sont arrivées comme ça et qui participent à mon bonheur. C'est comment respirer plus, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce qu'on a souvent les neurones, le mental menteur nous embrouille très souvent. Et le fait de respirer nous donne de l'air dans la tête et donc nous donne de l'air de partout. Voilà, simplement respirer. Je marche, je respire. Je suis assis, je respire. Mais ça, je respire naturellement. Donc c'est être conscient de sa respiration, c'est ça? Voilà, c'est de pousser sa respiration et de respirer fortement, de inspire, expire. Voilà. Ça, c'est un point, mais dans le quotidien. Pas se mettre en méditation pour respirer spécialement, même si ça aide aussi. Dans le quotidien, respirer. L'autre chose que j'ai beaucoup en tête, voilà, c'est les petites choses que j'ai autour de ma tête comme ça et qui m'accompagnent dans ma journée, c'est comment sourire plus. Quelque chose de très simple, c'est que le sourire extérieur nous fait arriver vers un sourire intérieur. Et c'est des choses bêtes, c'est des prises de conscience, c'est quasi volontaire quoi, à un moment donné. Puis après, ça devient plus naturel. C'est à un moment donné, je souris. Voilà. Et ce sourire nous amène tout d'un coup vers notre soleil intérieur quelque part, vers le positif de sa vie. Si je suis renfermé, on va avoir les pensées qui vont nous suivre dans ce renfermement. Donc on va être négatif. Si je souris, et c'est bizarre, même si j'ai pas envie de sourire, j'ai pas de bonne humeur aujourd'hui, ça va pas, etc. Je souris et tout d'un coup, j'ai des choses qui se dégagent. Quelque chose. Voilà, exactement. Donc ça, c'est important. Et puis après, le vrai chemin de vie à suivre, c'est d'aimer plus. Et alors ça, c'est le travail d'une vie, c'est énorme. Parce que là aussi, parfois on a envie, puis parfois on n'a pas envie, puis voilà. Donc comment réussir à être plus dans l'envoi finalement d'énergie positive à son environnement, quoi. Personnes, les animaux, les plantes,
la société dans sa globalité. Et donc de voir plus le positif. Donc devenir acteur de sa vie, finalement pour moi, c'est d'avoir tout ça autour de soi et de dire je vais le faire. Voilà. Je veux avancer sur ça. Si je ne souris pas assez aujourd'hui, demain, après-demain, je veux me dire mais... Donc tu es dans une démarche volontaire. Voilà, à la fois volontaire et à la fois en lâcher prise. Oui, d'accord. Voilà. Parce que j'étais volontariste à 30 ans quand j'ai décidé, voilà, maintenant je veux faire ça. Je partais en bataille, quoi. J'étais hop. Là aujourd'hui, je suis plus volontariste dans l'idée d'avancer sur mon ou d'être vigilant sur le fait que, par exemple, le sourire c'est important. Exactement. Et en ça, de redonner le petit coup qui va faire que tu vas enclencher le sourire et après tu lâches prise. Ouais, de ce que je comprends. Et le lâcher prise, je termine quand même sur le lâcher prise, c'est que le lâcher prise, c'est par rapport aux événements extérieurs. C'est de dire, de savoir, plutôt que vouloir forcer les événements extérieurs de manière systématique telle que je le faisais auparavant, c'est de savoir les accueillir, savoir être vigilant en permanence, observateur, comprendre que si je fais ça de manière trop tranchante, décideur, volontariste, eh bien, si c'est pas en flux, on va dire, avec la vie qui nous entoure, si on n'a pas écouté, regardé, senti la vie qui nous entoure et comprendre là où elle nous mène naturellement, eh bien, moi personnellement, je le regrette à chaque fois. Dorénavant, à chaque fois que je suis trop tranchant, que je ne suis pas en phase avec mon environnement, je le regrette. Donc j'essaye au quotidien aussi d'être plus à l'écoute, de plus comprendre, et dès que je fais les choses naturellement, c'est le principe des arts martiaux dans les techniques d'arts martiaux dans les philosophies orientales, c'est d'être finalement, c'est rien d'être le plus fort, il faut être en flux face à la personne qui est en face de soi, et d'accompagner un mouvement. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Impliquez-vous » et qui recense plein d'initiatives et qui parle d'action pour moi. Est-ce que l'action, c'est une des composantes du bonheur pour toi, ou pourquoi tu as fait ce livre? Qu'est-ce qu'il implique, ce livre? Alors, ce livre, le voilà déjà, Impliquez-vous. C'est un livre que j'ai écrit pendant ma période sabbatique et qui est issu de mon histoire. Parce que, une fois que j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ma maison, j'ai travaillé sur les nouvelles générations, en l'occurrence mon fils, sont arrivées l'idée de travailler sur mon environnement proche, les autres, ou la planète, les animaux, etc. Et j'ai commencé à comprendre que certaines de mes actions, je pouvais les faire différemment. Voilà. Par exemple, acheter des cosmétiques, c'est un acte banal de la vie quotidienne. Donc l'étape 1, c'est de dire je vais acheter des cosmétiques bio, et puis l'étape 2, c'est de dire tiens, est-ce que je peux avoir des cosmétiques utiles? Et par exemple, j'ai aujourd'hui une huile de jojoba avec un petit cachalot dessus, que j'ai acheté à une association... Qui a tué un cachalot? Non, c'est pas ça, excuse-moi. J'ai acheté une association qui s'appelle Robin des Bois, qui travaille sur des aspects écologiques, beaucoup. Et il se trouve que cette huile a servi à éviter justement de tuer les cachalots, parce que cette association est l'association qui a dit on tue les cachalots par rapport à un liquide que le cachalot a à l'intérieur de lui-même et qui était le truc magique, secret, pour plein d'utilisations différentes. Et ils ont trouvé que le jojoba, qui est une plante, avait les mêmes particularités que cette huile, et donc le fait d'avoir trouvé une alternative à ce pourquoi on tuait les cachalots fait qu'au niveau international, ils ont réussi à stopper la chasse aux cachalots. Et donc, à chaque fois que le matin, j'ai mais toi, tu n'utilisais pas de liquide de cachalot avant quand même? Ben non. À chaque fois que j'ai cette petite huile, je pense à l'enjeu sociétal qui se cache derrière cette huile. Et tout d'un coup, j'ai une consommation qui est devenue une consommation qui a du sens. Voilà. Alors après, j'ai été avec mon fils nettoyer des rivières, je me suis mis à sponsoriser des ruches à travers un toit pour les abeilles, donc j'ai des petits pots de miel qui permettent de me dire j'ai fait un geste pour
pour aider à faire survivre les abeilles en France. Je compense mon CO2 à la fin de chaque année. Voilà, je fais le calcul du CO2, je le compense en finançant une association, etc., etc. Donc je faisais un ensemble d'actions. J'essayais de repenser finalement ma vie en fonction de l'utilité que je pouvais avoir pour les autres. L'année dernière, j'ai créé la première fête des voisins dans mon quartier, par exemple. Ça aussi, c'était quelque chose d'assez intéressant. Je plante des arbres, etc., etc. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais tiens, toutes ces actions que je fais, moi, est-ce que ça ne pourrait pas intéresser d'autres personnes ? Et effectivement, j'allais beaucoup à des conférences et autres, et j'ai notamment eu un déclic dans une conférence de Yann Arthus Bertrand, où, bien sûr, il parle de l'état de la planète, pas très rose et tout, et puis à la fin, les questions des personnes dans la salle sont toujours les mêmes. C'est, je vois, je comprends, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ? Et voilà, j'ai compris que les gens, finalement, ils avaient besoin qu'on leur donne quelque part un mode d'emploi, qu'on leur mette le pied à l'étrier. Et voilà, et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de transmettre ce que je faisais moi, et puis d'aller en chercher d'autres, parce que c'était toute une recherche de plusieurs mois. Alors qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a le plus surpris, ou qui t'a le plus... Ouais, où tu t'es dit, waouh, ça c'est génial, quand tu as préparé ce livre. Est-ce qu'il y a une initiative dont tu peux nous parler Alors, il y a beaucoup d'initiatives dans ce livre. Oui, je sais bien, j'ai lu. Il y en a une qui est un peu mon chouchou, c'est le fait d'acheter un zébu. Voilà. Alors, acheter un zébu, c'est quoi ? C'est de dire... donc j'ai un zébu que j'ai acheté, donc qui est à moi, c'est pas un don, c'est vraiment j'ai acheté le zébu. Il est aujourd'hui dans une famille à Madagascar, et c'est en fait du microcrédit, oui, à travers le zébu. Oui. Mais c'est mieux que du microcrédit parce que le microcrédit, on donne de l'argent. On prête de l'argent. Là, je prête un zébu. Ton zébu, tu le prêtes à une famille. Et cette famille va faire des petits zébus, grâce à ce zébu, va faire du lait, du fumier, etc., va pouvoir labourer son champ avec, et tout et tout. Et une fois qu'elle aura terminé avec ce zébu, elle aura plein de petits zébus, et donc elle va pouvoir se constituer un troupeau de zébus et vivre de l'élevage toute sa vie. Et ce zébu va partir dans une autre famille, tout d'un coup. Et voilà, donc c'est l'idée, finalement... Attends, ce pauvre zébu fait des petits partout, mais t'es en train de l'épuiser, ton zébu. Exactement. Mais voilà, ça c'est une action que j'aime bien parce que c'est une action de pays en développement, après il y a des actions proches de chez soi. La différence quand même avec le microcrédit, c'est que ton zébu, quand il meurt, en fait c'est quand même de l'argent, t'as acheté le zébu, donc c'est un bien que tu prêtes. Oui. Oui. Donc il y a une notion quand même d'argent différente du microcrédit où on prête de l'argent et on le récupère. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu as des initiatives qui n'impliquent pas l'argent ? C'est-à-dire, oui. Bien sûr. Je citais tout à l'heure organiser une fête des voisins. Ça, c'est des choses aussi qui sont intéressantes. Je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de besoin de donner son sang. C'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais bon, voilà, on ne le fait pas pour diverses raisons. Si aujourd'hui, toutes les personnes qui avaient déjà donné leur sang une fois dans leur vie donnaient leur sang une fois par an, on n'aurait plus besoin de sang en France, par exemple. Donc, alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de besoins. Donc ça, c'est des choses aussi intéressantes. Je pourrais parler du guérilla gardening, par exemple. Le guérilla gardening, c'est l'idée en ville de faire pousser des plantes là où on n'a pas le droit de le faire. Donc dans les trous dans le béton, quoi. Dans le béton, dans les terrains vagues, etc., et de redonner de la verdure à une ville. Ça, c'est aussi intéressant. Ça peut être ce que j'ai commencé il y a 3 semaines, par exemple, de consommer dans une AMAP, par exemple, par les circuits courts. Donc ça aussi, c'est une action qui permet de comprendre ce qu'on mange en termes de fruits et légumes, parce que on va acheter directement auprès d'un agriculteur qui vient nous livrer en ville, en l'occurrence je suis en ville sur Paris, donc qui vient nous livrer sur Paris à un point central où nous allons tous chercher les paniers. Voilà, chercher les paniers une fois par semaine.
et on va aller voir cet agriculteur. Donc on va tout d'un coup se sentir responsable de son avenir, parce qu'on aura vu où il fait pousser tous ses légumes, et qu'on aura financé 6 mois à l'avance l'ensemble de la production de ces 6 prochains mois. Et donc ça aussi, c'est un moyen, il y a plusieurs choses extraordinaires derrière, c'est que, on se retrouve avec des produits qui viennent directement de la terre sans intermédiaire, on voit comment ils ont poussé, parce qu'ils nous racontent toute l'histoire, et on crée une espèce de communauté autour de l'agriculteur, sans que personne, sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. Donc, et l'agriculteur, lui, va avoir un revenu décent parce qu'il va vendre sans avoir à rémunérer tous les intermédiaires de la chaîne de distribution aujourd'hui. Donc ça, derrière une action assez simple, finalement, aller chercher un panier de légumes, se cache aussi beaucoup de choses qui ont beaucoup de sens. Voilà, effectivement. Alors, derrière ce livre, moi j'essaie de faire passer finalement un ensemble de messages. Le premier, c'est devenez un héros du quotidien. Voilà, c'est ça l'idée. C'est chaque action qu'on peut faire est importante. Chaque action compte et chacun peut faire la différence. Et je cite par exemple un ami qui un jour dans Paris a créé un compost au pied de son immeuble. Et ça fait le tour de tout le monde. C'est la première fois à Paris qu'on faisait ça. Et aujourd'hui, il a décidé ça tout seul dans son coin, c'était vraiment une initiative entièrement individuelle. Et aujourd'hui, la mairie de Paris a décidé de créer un programme pilote de 30 immeubles ayant leur compost sur l'immeuble. Donc c'est un exemple extraordinaire pour dire, voilà, l'action qu'on peut faire peut avoir des répercussions sociétalement importantes. Ou simplement autour de soi. On peut changer des personnes autour de soi simplement en étant soi-même modèle finalement d'une action, d'autre ou d'un ensemble de changements dans sa vie personnelle. Donc devenons des héros du quotidien, ça c'est important. Et ensuite, il y a un vrai lien avec le bonheur derrière ce livre. C'est pour ça qu'il est souvent dans les étals situés sur les enjeux de développement personnel et donc de bonheur. C'est qu'on a deux mains, voilà. Il y en a une pour s'aider soi-même et une pour aider les autres. Et les deux sont liés, c'est-à-dire que quand il nous manque une main, on est manchot. Voilà. Les deux sont liés et sont liés de manière importante, c'est-à-dire on ne peut pas être heureux seul de son côté, on ne peut être heureux qu'avec les autres. Ça aussi c'est quelque chose, c'est une prise de conscience importante qu'on fait en chemin, je pense. Et l'idée d'aider les autres, qui est une idée forte parmi les actions de ce livre, c'est finalement l'idée du don, du partage, de la reliance qui se cache derrière. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Et souvent, on le remarque, on se sent bien quand on fait du bien, finalement. Et ça fait 30 ans que les études de psychologie positive le disent. Les premières, c'est dans les années 70, justement, je parlais de donner du sang, son sang tout à l'heure. Voilà, cet aspect de bien-être, de dire j'ai fait une bonne action, j'ai fait quelque chose de bien pour des personnes qui vont bénéficier de ce sang et qui peut-être vont survivre grâce à ça, peut-être ne pas mourir grâce à ça. Tout d'un coup, on a cette notion très forte intérieure d'avoir touché sa lumière personnelle et d'avoir fait quelque chose qui est valorisant et qu'il faudrait refaire par contre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un point qu'on a tendance à oublier dans nos tourbillons de vie personnels. C'est que notre bonheur personnel et le bonheur des autres sont totalement liés. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit une fois qu'on est heureux soi-même, maintenant il faut commencer à consoler les autres. Voilà. C'est effectivement ça. Et une autre phrase que j'aimerais citer, c'est une phrase d'Albert Schweitzer, c'est « Le bonheur est quelque chose qui se double quand on le partage. » Et ça, si on n'a pas compris qu'on ne peut pas avoir un bonheur égoïste, ça n'est pas possible. Donc il faut absolument le partager avec d'autres et aider les autres à être heureux. Et une fois qu'on a travaillé sur son bonheur personnel,
qu'on a travaillé sur son lieu de vie, qu'on a travaillé sur les autres. Il y a aussi la société dans son ensemble, sur lequel on peut vraiment travailler. Et pourquoi ? Parce que le monde ne changera pas sans nous, finalement. C'est parce qu'on se met en marche que le monde peut changer derrière. Et très souvent, on a vu dans l'histoire que les grandes révolutions, elles se sont faites à partir d'initiatives individuelles. Et donc si on veut avoir une société plus coopérative, plus humaniste, plus écologique, etc., il faut que ça démarre par soi-même, d'abord et avant tout. Il faut mettre les graines, nous, et il faut qu'on puisse déjà semer ce qu'on voudrait récolter, finalement. Et donc chaque action va être importante et essayer aussi de se projeter dans une société différente de celle qu'on a aujourd'hui. Tout impacte tout, véritablement. Donc, rechercher son bonheur personnel, c'est aussi rechercher demain le bonheur collectif. Donc, ça c'est un point aussi important que je voulais soulever. Donc, soyons tous heureux, déjà. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Joanna.